Dialogue épisode 9, Édouard Perrin. Édouard Perrin, bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Édouard Perrin, qui est un pilier du journalisme d'investigation français. Ah, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, j'ai 49 ans. Je fais du journalisme depuis 1996. Essentiellement à la télévision et essentiellement pour le service public de la télévision, France Télévisions, France 2, France 3, Arte. Comment vous êtes arrivé au journalisme ? Je crois qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi quand j'étais petit qui savaient que j'allais faire ce métier-là, mais moi je ne le savais pas et en gros personne ne me l'a dit non plus. Ce qui fait que je l'ai découvert assez tard. J'ai lu le journal très tôt, ça me passionnait. J'avais un instituteur en CM2 qui nous faisait faire des revues de presse quotidiennes. Et je crois que j'ai eu mon premier scoop de ma vie à ce moment-là, puisque c'est moi qui ai annoncé à la classe et à l'instituteur que Anwar el-Sadat avait été assassiné. Un enfant précoce. Donc voilà, et donc je me suis dit, j'ai annoncé un truc, parce que j'étais arrivé un peu en retard et j'avais entendu la nouvelle à la radio dans la voiture. Donc voilà, l'intérêt sur l'actualité, je l'ai eu très tôt. Je ne savais pas qu'il y avait toute une industrie derrière, je ne savais pas qui écrivait les journaux, qui faisait les reportages. Et c'est en fait assez tard, quand j'étais étudiant, presque par défaut en fait, je m'ennuyais beaucoup pendant un stage obligatoire et je me suis retrouvé sur les bancs d'un conseil régional à discuter avec un rédacteur en chef d'une radio de Radio France en province et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « Je m'emmerde ». Il m'a dit « Si tu t'emmerdes trop, viens chez nous et tu verras. » Et j'ai fait 15 jours de stage dans une locale de Radio France et puis voilà. Puis après je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. Et donc après j'ai fait une école de journalisme à Paris, le CFJ, dans laquelle je me suis spécialisé, non pas dans la radio, parce que je savais déjà un petit peu faire. Je me suis dit, si un jour il reste une seule personne à envoyer sur le terrain en reportage, c'est celui qui portera une caméra. Je ne connaissais absolument pas ni la photographie et encore moins la vidéo, mais je me suis dit, il faut être formé dans cette partie-là du métier. Donc moi je suis un diesel, ça a été très très laborieux la formation, parce que je partais de très très loin, vraiment j'étais nul. Mais j'avais fait le pari à l'époque que c'est ce qui me permettrait d'être en reportage sur le terrain. Et pour le coup c'était un pari qui était gagnant, On a l'image du journaliste d'investigation qui est une figure noble. On a un petit peu en tête Robert Redford dans Bob Woodward dans Les Hommes du Président. Comment on arrive à être journaliste d'investigation après le parcours que vous avez eu, qui ne vous prédestinait pas au journalisme d'investigation, justement? Alors, je sais que ce débat-là, maintenant c'est devenu une sorte de tarte à la crème. Est-ce qu'il y a un journalisme d'investigation? Est-ce qu'il n'y en a pas? Moi j'ai toujours pensé qu'un journaliste il enquêtait. Le localier il va enquêter. Le type qu'on envoie même pour 2 minutes au journal du soir, il va enquêter, ou il doit enquêter. Sauf qu'en France, on a une tradition du journaliste d'opinion qui enquête pas, lui, pour le coup. Ouais, ça, je pense que... Moi, je vais répondre pour moi. Moi, j'ai toujours que j'ai eu une caméra sur le dos et que je sois avec un rédacteur qui écrivait les reportages comme je le faisais au début. J'avais toujours, ne serait-ce qu'à l'image, l'œil pour aller chercher les détails et les questions éventuellement. Je vais vous donner une anecdote d'ailleurs. Début des années 2000, on m'envoie pour un off, c'est-à-dire c'est pas un reportage, c'est juste quelques images tournées qu'on va projeter au journal télévisé le soir, et on me dit voilà, le ministre de l'économie, à l'époque Thierry Breton, va inaugurer une station-service à l'éthanol. Dans le cadre, je sais plus s'il y avait un salon de l'auto, on m'envoie là-bas avec toute une palanquée de photographes, d'autres caméras qui étaient là pour immortaliser le moment où le ministre inaugurerait cette station. Il se trouve que moi je regarde la station, et c'était bizarre parce que la pompe à essence, il n'y avait pas la fenêtre pour le prix. Et donc je vais voir l'attaché de presse du ministre et je lui dis mais c'est une vraie station ou parce que je ne comprends pas comment les gens ils vont faire pour savoir combien ils ont mis d'essence. Elle est un peu embêtée, elle me répond en fait c'est un peu expérimental. Je dis mais expérimental, elle va ouvrir ou pas? Elle me dit non. Et donc je suis rentré à la télé et j'ai dit c'est de la flûte, il ne faut pas diffuser ça, c'est un pur coup de com',
La semaine suivante, c'était dans le Canard enchaîné avec Thierry Breton inaugure une station service fantôme, quoi. Mais c'est tout ça pour vous dire que moi, j'étais que caméraman à l'époque. C'était que un détail. C'était sur vraiment une matinée de. Et en fait, vous êtes là pour poser les questions, quoi. Que vous soyez journaliste d'enquête ou reporter, je veux dire, de base, quoi. Généralement, les questions les plus connes sont les meilleures, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Comment on arrive à rester discret à l'ère du numérique, de l'encryptage des données, du traçage data, surtout quand on est un journaliste d'investigation qui traite d'affaires aussi sensibles que vous? Ça, c'est... Il y a un moment où vous l'êtes plus. Enfin, je veux dire, en tant que tel, vous ne l'êtes plus. Moi, je sais que les 3/4 du temps, je vais envoyer des courriers. Les gens, ils vont faire Google et ils vont faire « Ah !» comme ça, quoi. Ou alors, ils vont dire « Qu'est-ce que vous avez derrière la tête ?» Donc là, il faut prendre des précautions de langage en disant « Non, je ne viendrai pas avec Élise Lucet cachée dans ma valise. » ce genre de choses, quoi. Elle fait peur. Voilà, mais non, je pense que, après, tout dépend de ce que vous entendez par discrétion. On peut être très discret dans la manière dont on travaille et sur les sujets qu'on aborde. Je vais peut-être reformuler la nature des investigations que vous menez. Est-ce qu'elle vous porte à être paranoïaque sur la transmission des infos, sur ce genre de choses? Ah, c'est pas qu'elle porte, c'est, vous avez plutôt intérêt à être paranoïaque, et je dirais de plus en plus. De plus en plus. Donc oui. C'est un choix de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, par exemple? Ou vous êtes juste pas porté à ça ou... Moi, j'y suis, je dirais, quasiment par obligation, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je regarde. Je suis très très peu actif, quoi. Vraiment très peu actif. Déjà, c'est un temps de dingue. Enfin, c'est un métier. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à ça, quoi. Il y a autre chose à faire. Vous travaillez aujourd'hui toujours pour Première Ligne, qui est une société de production fondée notamment par Paul Morera, je crois. Et vous avez fait quelques années chez Cache Investigation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ICIJ, puisque vous étiez un des rares journalistes français à approcher la chose de près, qui est le consortium international des journalistes d'investigation, et comment se passe le travail et l'échange d'informations quand on bosse sur des enquêtes aussi vastes que les LuxLeaks ou les Panama Papers, par exemple? Alors, moi, ICIJ, j'en ai entendu parler. C'est une structure qui est vieille, qui remonte à 1997, qui a été dormante, pas très active pendant de nombreuses années. Il y avait quelques journalistes français qui en faisaient partie, mais il n'y a pas eu d'énormes dossiers. Il se trouve qu'il y a eu un heureux hasard de circonstances, en fait, des planètes qui se sont alignées. Quand moi, je suis embauché pour lancer Cache Investigation avec tout un tas d'autres journalistes, on me dit, tiens, si tu faisais les paradis fiscaux, ce serait pas mal. Et je dis, mais quoi les paradis fiscaux? Enfin, on va pas aller ouvrir des comptes en Suisse, ça a été fait, refait, tout le monde sait que voilà, il y a du secret bancaire, de la fraude fiscale. Et je commence à creuser sur les entreprises et les montages qui permettent aux entreprises de payer moins d'impôts. Légalement, entre guillemets, ou moins légalement, enfin bon. Et je travaille là-dessus. Il se trouve que ça, c'est 2011-2012. En 2012, ICIJ sort son premier gros coup, qui est en fait un disque dur déjà de, je crois, 2 sociétés qui font de l'hébergement offshore pour tout un tas de gens. Et ils le font avec des partenaires un peu partout, les Allemands de la Süddeutsche Zeitung, les Anglais du Guardian. Moi, je ne suis pas dedans, mais évidemment, comme je traite de ces dossiers-là, je suis très intéressé par ce qu'ils font. Au moment de l'enquête que je fais sur le Luxembourg, où j'obtiens ces données qui sont extrêmement secrètes et extrêmement intéressantes, je travaille... à l'époque, c'est vraiment une velléité de ma part et une nécessité d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que ce que j'ai trouvé, je sais que c'est important, je sais que ça peut expliquer beaucoup de choses, mais je suis totalement incapable de le faire moi-même. J'ai besoin d'une expertise. Et je ne peux pas aller chercher n'importe qui. Je ne peux pas aller chercher un avocat fiscaliste, par exemple, puisque la plupart travaillent dans l'autre camp. C'est un peu les ennemis. Donc il faut que je trouve soit un repenti ou la perle rare qui va me permettre ça. C'est un journaliste qui travaille dans l'équivalent du Canard enchaîné en Grande-Bretagne, qui s'appelle Richard Brooks, qui est un ancien inspecteur des impôts. Donc lui, il a une double casquette fort intéressante,
Au début, au téléphone, il m'envoie un peu paître, parce qu'il a un peu pas que ça à faire. Et puis je lui dis, si vraiment, vous devriez me recevoir, quoi. Et je lui montre ce que j'ai, et ses yeux, ils s'ouvrent comme ça. Et on commence à travailler ensemble. Donc déjà, c'est un premier partenariat. Lui n'est pas dans ICIJ. Mais au fil des semaines où on travaille ensemble, on termine nos tournages, on va au Luxembourg ensemble, on s'amuse vraiment comme des fous. Et il me dit, mais là, on a traité une demi-douzaine de sociétés. En gros, on en avait des centaines dans les... Il me dit, qu'est-ce que tu penses faire de tout ça? Je dis, ben, j'en sais rien, quoi. Il me dit, est-ce que ça te dérange si j'en parle à un copain de la BBC, qui est aussi membre du consortium international des journalistes d'investigation? Et j'ai dit, banco, quoi. Et je reviens à Paris et je dis ça à mes patrons, et mes patrons disent, la BBC, mais pourquoi la BBC? C'est genre, mais pourquoi on mettrait les Anglais dans c'est à nous, quoi. Et je dis, oui, c'est à nous, mais il y a tous les avantages à faire ça. Il y a déjà que Première Ligne est beaucoup plus petit que la BBC, donc en termes de parapluie, aussi de parapluie juridique, quand vous avez un courrier qui vient à la fois de la BBC et de Première Ligne, c'est beaucoup plus puissant que moi, Première Ligne, même France 2, hein, Cache Investigation à l'époque, il ne parle à personne, c'est la première saison, et donc il y a que des avantages. Et en fait, par ce biais, puisque ICIJ c'est une cooptation, en fait, eh ben, j'ai été coopté dans ce réseau, et après, ben, vous avez accès à des enquêtes que d'autres ont initiées et pour lesquelles vous allez travailler, quoi. Mais c'est vraiment, pardon, juste pour finir, c'est la bascule, elle a été faite. Maintenant, c'est presque l'excès inverse, c'est-à-dire tout le monde se dit, ouais, il faut faire de la coopération, avant même de se dire, est-ce que c'est un sujet sur lequel on peut coopérer, vous voyez? Mais à l'époque, c'était, pour beaucoup, c'était l'antithèse absolue de ce qui se faisait. Enfin, c'est le journaliste, c'était comme ça. Tu copieras pas sur moi, je vais pas te donner mes infos. Mais les dossiers étaient tellement complexes, vastes, et puis ça aurait été un tel gâchis de les traiter par un angle, une lorgnette française, allemande, anglaise, que voilà, l'économie, enfin, pour le coup, l'économie, elle est transversale, elle est évidemment globale, elle est imbriquée. Vous avez tous les avantages à aller chercher de l'expertise, de la ressource ailleurs, quoi. Avec des renvois d'ascenseurs qui sont eux aussi que du gagnant-gagnant, pour reprendre la vulgate d'entreprise, quoi. Quand on voit la nature des enquêtes sur lesquelles vous bossez, on se demande comment les informations restent secrètes aussi longtemps. Comment vous bossez ensemble et comment on arrive encore à voir que ce sont des scoops que vous sortez. Alors ça, c'était, je crois, un des plus beaux compliments qu'on ait reçus. On avait été auditionné après les Panama Papers au Parlement. Et il y avait un des parlementaires qui disait, mais vous avez réussi un truc que même les services secrets n'auraient pas réussi. C'est incroyable. On était, je crois, pas loin de 400. Et il n'y a pas eu une fuite, quoi. Il n'y a pas eu une fuite. Alors qu'à la fin, donc à la fin de l'enquête, quand vous commencez à montrer votre jeu et à aller voir les gens, puisqu'évidemment, vous allez faire du contradictoire en disant aux gens que vous mettez en cause, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez, oui ou non, eu un compte? Est-ce que c'est bien vous qui allez détenir cette société? Il se trouve qu'il y avait quand même des acteurs important et relativement potentiellement dangereux. Le meilleur ami de Vladimir Poutine, qui est un violoncelliste qui s'appelle Monsieur Roldugin, qui est un violoncelliste très très fortuné puisqu'il a beaucoup d'argent. Il se trouve que ces gens-là, quand vous les approchez, la réaction elle est immédiate. Vladimir Poutine à l'époque avait convoqué une conférence de presse, ça c'est avant les Panama Papers, en croyant que c'était une opération uniquement sur la Russie. Et c'est là où il se plante complètement. Et c'est qu'après, quand c'est sorti, il s'est retrouvé au milieu de centaines et de centaines de personnes. Donc, jusqu'au dernier moment, on a réussi à maintenir le secret. Comment? Parce que tout le monde a été extrêmement carré, quoi. Vous n'en parlez pas. Enfin, même moi, dans ma chaîne hiérarchique, il y avait 3 personnes et demie qui étaient au courant. Et encore, c'est le principe du vous savez ce que vous devez savoir et pas plus. Donc vous cloisonnez complètement votre info. Et après, sur la manière dont on travaille, on bénéficie pour le coup d'une assistance et d'une infrastructure technique et technologique qui nous permet de, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas étanche, mais qui nous permet quand même de maintenir une étanchéité relativement longtemps, quoi. Vous avez parlé de Vladimir Poutine, ce genre de personnage. On sait qu'en Russie, il y a des journalistes qui meurent encore de temps en temps.
Est-ce que vous estimez-vous que vous êtes en sécurité à l'ère où il y a des journalistes d'investigation, dans notre pays certes, je pense à Daphne Caruana Galizia, Victoria Marinova, qui meurent encore aujourd'hui. Est-ce que c'est un truc auquel vous pensez, la sécurité, ou quand vous êtes dans le feu de l'action, vous y pensez plus, finalement? Très honnêtement, la sécurité, moi, j'ai jamais été menacé physiquement. Je me suis jamais senti menacé physiquement. Judiciairement, oui, ça c'est une autre histoire, mais non, ça n'a rien à voir. Par contre, l'évolution récente est inquiétante, enfin plus qu'inquiétante. Moi, entre autres casquettes, je suis président de Freedom Voices Network, qui est l'organisation qui chapeaute Forbidden Stories, qui est un programme lancé par mon ami et collègue Laurent Richard. La première enquête qu'on a faite, en fait, il s'agit de continuer les enquêtes de journalistes emprisonnés ou assassinés, c'était précisément sur Daphne Caruana Galizia, qui, ça c'est 2017, si je ne me trompe pas, est quand même une journaliste. Certes, c'est Malte, donc Malte, il y a quelque chose de pourri au royaume de Malte, ça c'est sûr, mais c'est quand même un État membre de l'Union européenne, et c'est un attentat à la voiture piégée contre une journaliste. Ce qui vous montre quand même que, non seulement on va éliminer quelqu'un, mais on va l'éliminer, de manière voyante, ostentatoire, quoi, pour dissuader. Moi, c'est vraiment ça. C'est genre, on t'écrabouille comme un moustique et regardez les autres, ce qu'on a fait à cette personne. Et il y a eu les mêmes événements en Slovaquie, pour ne pas parler d'autres pays. Alors après, vous parlez du Mexique ou d'autres endroits, ou en Afrique, où là, c'est dramatique, mais je dirais, malheureusement, ça a longtemps été dramatique. Donc, mais c'est vrai que la carte et le territoire de l'enquête se réduit. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des LuxLeaks, qui sont peut-être à ce jour un de vos plus beaux coups? Moi, c'est une histoire que je trouve absolument extraordinaire et qui, je pense, à l'avenir, sera déclinée en film ou en série ou un truc comme ça. Et notamment sur le rôle du lanceur d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette enquête? Je suis en train de l'écrire pour Netflix, donc il ne faut pas te tromper. Ah merde. Non, je déconne. Non, tout le monde s'endormirait. Non, c'est une sacrée affaire. Notamment sur la pression qu'exerce une multinationale sur un lanceur d'alerte. Comment vous arrivez sur cette enquête? Alors d'aucuns ont écrit que j'y suis arrivé par hasard, et alors ça me vexe profondément, parce que voilà, c'est un truc qui n'est pas arrivé par hasard, c'est bien ça. Mais je pense que ça c'est les aigreurs de certains confrères de la presse écrite par rapport à la télévision. Nous, on ne sort jamais d'affaires à la télévision, on ne fait que recopier la presse écrite. Parenthèse mise à part, c'était une petite pique. Donc je travaille, comme je disais, sur la fiscalité des grandes entreprises. Donc déjà, là, vous vous endormez, c'est hyper chiant. C'est un monde qui est gris. Vous avez très très peu d'informations. Évidemment, les fiscalistes ne vous parlent pas. Donc, vous faites une sorte de plongée très très profonde dans l'Internet, tout en voyant des gens. Et les gens que vous voyez vous donnent un jargon, vous donnent des pistes éventuelles, et en ayant les pistes, le jargon, vous faites des recherches de plus en plus ciblées. C'est-à-dire que vous dites, ah tiens, j'ai appris par exemple qu'au Luxembourg, ils auraient des accords un peu secrets avec les entreprises. Ils ont un nom pour ça s'appelle des rulings, qu'un nom anglais. Ruling. Ah tiens, il paraît que dans le bureau numéro 6 de l'administration des impôts du Luxembourg, on fait beaucoup de rulings. Donc vous rajoutez encore ça. Et puis après, tiens, le patron de l'administration du bureau numéro 6 s'appelle Monsieur Cole. Hop, vous avez un nom. Tout ça fait que petit à petit, vous tombez sur un message anonyme en commentaire d'un blog de quelqu'un qui dit moi j'ai plein de dossiers là-dessus. Et non, qui termine son message en disant « et j'ai tous les documents pour le prouver ». Donc là, vous savez, potentiellement, il y a un filon à aller tirer, et après, vous remontez la pelote, vous identifiez la personne qui a posté ce message, vous allez la rencontrer, cette personne s'appelle Antoine Deltour, ça maintenant tout le monde le sait, vous sondez ses intentions, vous avez fait une sorte d'enquête de voisinage sur lui, vous voyez que même quand il travaillait pour l'industrie de la fiscalité luxembourgeoise, il avait déjà des positions pro-environnementales, enfin c'était pas du tout le jeune auditeur
fringant qu'on imagine. C'était quelqu'un, je pense, qui déjà à l'époque se demandait un peu ce qu'il faisait là, quoi. Et puis vous obtenez les informations. C'est comme ça qu'on rentre, et vous rentrez un jour avec 4 et quelques gigas dans votre disque dur. Alors aujourd'hui, 4 gigas, c'est que dalle. Mais en l'occurrence, tout était dans les papiers, tout était décrit. Et c'était la première fois qu'on voyait des schémas fiscaux où, noir sur blanc, étaient écrits les phases qui permettraient, en gros, de décider qu'un profit n'est plus taxable à un endroit précis. C'est ça, pour faire simple. C'est je vais m'arranger pour que une partie de ma richesse en tant qu'entreprise soit hébergée à cet endroit, parce qu'à cet endroit, j'ai monté tel système qui me permet d'avoir une fraction d'impôt. Voilà. Et en grande partie, l'architecte de ce système, c'est quelqu'un qui, à l'époque, était quelqu'un de très puissant, qui est Jean-Claude Juncker, donc qui était encore en fonction. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, puisque vous avez été attaqué en justice au Luxembourg, et notamment entre l'instruction du procès et le procès, le lanceur d'alerte? Au début, on pensait qu'il n'était pas très sympa avec vous, mais on ne savait pas toute l'histoire. Alors ça, c'est une longue histoire. Alors déjà, le premier numéro de Cache Investigation que je sors là-dessus, c'est dans la première saison, c'est en 2012, en mai 2012, avec la BBC. Les Luxembourgeois tombent un peu de leur chaise, parce qu'on a le ministre des Finances de l'époque qui rencontre Élise Lucet. Au début de l'interview, il lui fait un clin d'œil, et à la fin, il ne fait plus du tout de clin d'œil, et il est gravement en difficulté. Après la diffusion de notre reportage, ils sont obligés de faire une conférence de presse, mais tout ça ne fait du bruit qu'au Luxembourg. Honnêtement, il y a zéro impact. Nous, on est diffusé un vendredi soir, c'est en pleine campagne, c'est juste après la présidentielle de 2012. C'est encore la première saison. C'est la première saison, enfin bref. On a très peu d'écho. Par contre, les Luxembourgeois, eux, dès mai 2012, ouvrent une enquête sur la plainte du cabinet PricewaterhouseCoopers, dont proviennent les documents, qui, je le rappelle, n'est pas le seul. Il y a 4 grands cabinets qui font ça de manière industrielle, plus tout un tas de petits. Une enquête est lancée, une enquête pénale, judiciaire, avec plainte contre X. On saura plus tard très vite que le Luxembourg Price identifie très très vite Antoine Deltour comme étant la source, de manière informatique, lance une commission rogatoire en France pour perquisitionner Antoine Deltour. La commission rogatoire se perd, ça c'est les joies de je pense, la justice française et malheureusement du budget de la justice française. Il lance une deuxième commission rogatoire en 2014 contre Antoine Deltour. Donc ça c'est en juin finalement. En juin 2014, Antoine Deltour est perquisitionné et auditionné par la police française pour le compte des Luxembourgeois. Entre-temps, moi j'ai sorti un deuxième sujet pour Cache Investigation, parce que suite à mon premier reportage, j'ai une personne qui m'a contacté de manière anonyme pour me dire ce que vous avez sorti, c'est de la roupie de Sansonnet. Moi, j'ai plein d'autres choses. C'est scandaleux ce qui se passe ici. Et ça, c'est dans vraiment les 2-3 semaines qui suivent la diffusion du premier film. Et dans un premier temps, je me dis, ouais. Ça, c'est vraiment grossier de la part des Luxembourgeois. C'est un appât pour savoir, déjà pour me piéger, éventuellement me pousser à la faute, savoir ce que je vais faire, enfin voilà. Donc je suis super méfiant, on fait une sorte de pas de deux avec cette personne pendant au moins 6 mois, parce que pendant ce temps-là, moi je fais un autre reportage, donc j'ai un peu autre chose à faire. Finalement, je le rencontre, la personne est quand même... Raphaël Allais, donc, à l'époque, je ne connais pas son nom, je le découvrirai plus tard, mais... je ne sais pas qui c'est, et je le rencontre, je ne sais pas quelles sont vraiment ses intentions. En plus, je ne le savais pas à l'époque, mais il a un handicap auditif qui lui donne une diction un peu étrange, et je me dis, mais qui est cette personne qui prétend avoir accès à tout un tas de dossiers? Et en fait, va s'installer entre nous une série d'échanges uniquement numériques, c'est-à-dire que moi, j'ai mis en place une boîte morte numérique, c'est-à-dire une adresse mail sur laquelle on va simplement... Des brouillons. C'est-à-dire que les mails ne sortent pas de la boîte, on consulte les brouillons, on efface les brouillons, comme une boîte morte de l'ancien temps, quoi, avec un petit papier caché dans un mur. Voilà. Et on va s'échanger les informations par ce biais-là. Ça va donner lieu à notre deuxième film. Et puis dans la foulée, ça fera aussi partie des révélations LuxLeaks du Consortium international de journalistes d'investigation qui sort en novembre 2014. Et là, novembre 2014, il faut se mettre dans la tête des Luxembourgeois. Il y a eu 2 films de Cache Investigation.
qui crescendo ont commencé à mettre un peu la pression. Et là, ça n'a plus rien à voir, puisque vous avez des dizaines de médias du monde entier, et pas des moindres, qui se sont penchés sur les petits arrangements des luxembourgeois avec les grandes entreprises, et qui publient ça dans le monde entier d'un seul coup. Jean-Claude Juncker vient d'être désigné président de la Commission européenne, donc c'est éminemment politique. Donc c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, puisque évidemment il a largement contribué à installer ce système d'arrangements fiscaux avec les entreprises pendant toute sa carrière, notamment de ministre des Finances du pays. Et donc ça va énerver énormément les Luxembourgeois, qui là pour le coup ne vont pas attendre des commissions rogatoires de la justice française qui vont mettre 2 ans. Et là, PricewaterhouseCoopers fait quelque chose, ça mérite qu'on aille un petit peu dans le détail, parce que là c'est à la fois un polar et une bonne leçon de droit. Ça tombe bien, ils ont beaucoup d'avocats. C'est plutôt que de passer par une commission rogatoire, c'est-à-dire moi, luxembourgeois, je vais demander à la justice française d'envoyer des gendarmes français chercher la deuxième source de M. Perrin et peut-être M. Perrin derrière. Non. Moi, PricewaterhouseCoopers, cabinet d'audit basé au Luxembourg, je vais voir un juge civil français, comme vous le feriez dans n'importe quelle affaire commerciale. J'utilise un outil du droit français qui normalement est prévu pour aider les entreprises victimes de contrefaçon. L'entreprise concurrente m'a volé des brevets, j'ai quelques doutes, j'ai quelques preuves, je vais les poursuivre en justice, mais en attendant, je voudrais que la justice m'aide à aller chercher des preuves chez elle pour geler la scène de crime et ensuite aller au tribunal et dire « Regardez, c'est un copieur, c'est un méchant, voilà ». Et bien PricewaterhouseCoopers va faire exactement la même chose, va aller voir un juge en disant « Regardez, on a tous les soupçons sur Raphaël Allais, qu'il a donné des documents à Édouard Perrin, au consortium des journalistes d'investigation, c'est du vol, il faut absolument interrompre tout ça. S'il vous plaît, Madame le juge, permettez-nous d'aller avec un serrurier, un huissier, l'aide des gendarmes chez Raphaël Allais, saisir sa documentation, rentrer dans sa messagerie, éventuellement les liens avec les journalistes. C'est écrit noir sur blanc. » Et une juge française, la présidente du TGI de Metz, signe dès demain ce document, qui est une violation mais directe de la loi sur la protection des sources, de la loi de 80, de 1880. Enfin, c'est signé et tout ce petit monde va, encore une fois, avec l'aide des gendarmes français, qui vont inventer un bobard pour faire revenir Raphaël Allais chez lui, en lui disant que sa maison est cambriolée, parce qu'il n'est pas là au moment où il se présente devant le domicile. Ça, c'est les gendarmes français. Ils vont rentrer chez M. Allais, ils vont lui demander d'ouvrir son ordinateur, ils vont avoir accès à toute sa correspondance. Donc les quelques messages qui n'étaient pas dans la boîte mail venant de moi ou à destination de ma personne vont être identifiés. Et en quelques semaines, donc là on est, je crois, fin novembre 2014, quelques semaines à peine après les révélations de LuxLeaks, PricewaterhouseCoopers a neutralisé la source, obtenu sa correspondance avec un journaliste, veillé à ce que plus rien ne sorte derrière, parce que c'était leur crainte, c'était de se dire qu'est-ce que le mec a encore, parce que 2 fois ça passe, 3 fois on est vraiment très très mal, il ne faut pas que ça se reproduise, il faut vraiment tuer cette histoire. Et ils ont réussi, notamment et surtout, en menaçant Raphaël Allais de mort économique, c'est-à-dire ils lui ont fait grosso modo mettre sa maison en gage, il avait interdiction absolue de mentionner quoi que ce soit. Pour être clair, il a signé un document. Il a signé un document contre 10 millions d'euros de pénalité, donc c'est pour ça que je parle de mort économique, c'est 10 millions d'euros, vous êtes fini, qui lui ont fermé la bouche, interdit toute interaction, d'en parler à quiconque, sa famille, ses amis, encore moins la presse, voilà. Et vous êtes mis en examen juste après. Suite à ces déclarations, où pour le coup, lui, sous la pression, dit « Oui, mais enfin, genre, en gros, c'est Édouard Perrin qui me demandait des trucs », moi, je me retrouve, et je pense que ça, les Luxembourgeois n'attendaient que ça, de pouvoir instruire contre moi. Il y a une juge d'instruction qui a plusieurs fois demandé à étendre les poursuites contre moi, ça a été refusé, et puis là, avec ce que Raphaël Allais dit, non pas aux enquêteurs, mais d'abord aux gens de PricewaterhouseCoopers, me met dans la seringue. Et donc moi, je suis convoqué par une juge d'instruction qui me dit... Alors, je suis convoqué, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Je sais que c'est pour LuxLeaks, évidemment.
Je ne sais pas si c'est le volet Deltour, le volet Allais ou les deux, quoi. Et en fait, c'est que le volet Allais. Et quand on voit les déclarations et la manière dont les Luxembourgeois ont organisé ça, ils ont en fait fait un récit antichronologique, c'est-à-dire qu'ils partent de la fin en disant « Regardez, vous lui demandez des informations précises sur une entreprise ». Et en fait, c'était tout à la fin. C'est quand lui m'avait dit « Je peux avoir des documents sur telle entreprise ». Moi, quand il me parle d'ArcelorMittal, je lui dis de quelle entreprise s'agit-il chez ArcelorMittal? Est-ce que c'est telle filiale ou telle filiale? Et donc les Luxembourgeois utilisent les messages de la fin pour dire « Vous l'avez téléguidé, vous êtes un commanditaire, et donc on va vous poursuivre pour vol, complicité, violation du secret professionnel, non pas secret professionnel pour moi, mais secret de l'instruction, secret des affaires et blanchiment domestique, puisque j'ai utilisé ces informations et qui sont persuadés que j'ai dû les vendre ou je ne sais pas quoi. Donc, suite à ça, moi, je suis inculpé de la même manière, pour le coup, par presque un coup de poker juridique, mais un coup de poker qui a réussi, quoi. Et du coup, pendant toute la durée de l'instruction, vous vous dites qu'est-ce que Raphaël Allais va raconter au procès? Est-ce qu'il va dire que je lui ai fait de l'entrapment comme ils disent les Américains, ou est-ce qu'il va raconter la vérité? Alors, il se trouve que j'avais de très bons avocats, à la fois en France et au Luxembourg, payés par Première Ligne et France Télévisions. Moi, je n'ai pas eu à payer mes avocats, c'est très important, parce que toute cette affaire a quand même coûté pas loin de 100 000 euros de frais juridiques. J'ai de très bons avocats qui commencent par faire tomber les accusations de vol ou complicité. En gros, ce n'est pas un commanditaire, vous avez tout mis à l'envers, à dessein, vous l'avez fait exprès, mais vous avez raconté l'histoire qui vous intéressait pour faire plonger Perrin. Donc revoyez votre copie. Et donc on a une sorte de non-lieu partiel avant le procès, où déjà j'ai 2 chefs d'inculpation qui tombent, et donc moi je ne suis finalement poursuivi que pour 3 chefs. J'ai toujours blanchiment domestique qui potentiellement peut vous emmener 10 ans en prison, enfin voilà. Mais on ne sait toujours pas effectivement ce que va raconter Raphaël Allais. Et il se trouve qu'au dernier jour de l'instruction, mon avocate au Luxembourg, au bas d'un document que la police luxembourgeoise a trouvé chez PricewaterhouseCoopers, parce qu'ils ont fait une pseudo-perquisition chez PricewaterhouseCoopers. En gros, c'était une invitation, et il y a des documents internes de l'entreprise qui ont été mis à l'instruction. Et en bas de page, il y a mention d'un accord confidentiel avec Raphaël Allais. L'accord, évidemment, vous ne l'avez pas. Et donc, mon avocate s'empresse de demander à la juge d'instruction d'être bien aimable et de fournir cet accord, puisque ça pourrait être intéressant. Et là, on tombe sur l'accord, on voit les termes de l'accord, et on se dit, OK, donc on a une personne qui est en face de nous, qui est responsable de notre inculpation, et qui potentiellement n'est pas ni maître de ses paroles, ni de son destin. Et comme c'est un accord confidentiel, on en a connaissance, et donc Raphaël Allais, au moment du procès, avec ses avocats, se dit, mais de toute façon, si cet accord est connu d'une des parties au procès, il n'est plus confidentiel, je ne suis plus tenu au terme de l'accord, et donc j'ai retrouvé ma liberté de parole. Mais ça, on ne l'apprend que littéralement le matin de l'audition de Raphaël Allais, qui était remonté comme un coucou. Et il arrive à l'audience et il balance tout. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse recherché par le parquet luxembourgeois, je ne vais pas m'avancer pour dire le président du tribunal, mais en gros c'était toute la place luxembourgeoise, c'était Allais va charger Perrin, et tout ce petit monde va finir condamné. Et en fait c'est l'exact inverse qui se produit. Allais raconte à quel point ses services travaillaient main dans la main pour les services des impôts luxembourgeois, dont ils avaient même les signatures, les documents vierges. Enfin, vous imaginez l'ampleur de ce qui va révéler, que ces accords étaient signés, mais à raison d'une dizaine par jour. Enfin, c'était une industrie, quoi. Et il dit tout ça devant une audience médusée, avec un procureur qui se tient la tête dans les mains en disant « Mon Dieu, c'est pas du tout ça qu'on avait imaginé, quoi. » Est-ce que cette affaire, elle n'est pas symptomatique du fait qu'à notre époque, c'est les multinationales qui ont la vraie puissance économique et plus les États? Puisque là, c'est quand même PricewaterhouseCoopers qui est commanditaire quasiment au nom du gouvernement luxembourgeois. Je serais plus nuancé que ça. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est les multinationales qui sont fortes ou est-ce que ce sont les États qui sont faibles? Et moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est
uniquement par faiblesse et couardise des États qu'on se retrouve dans cette situation. Parce que dès que... Je ne vais pas parler du Luxembourg parce que c'est vraiment particulier. Le Luxembourg a parié son avenir, son existence même, sur cette manière de procéder. Je suis un petit pays, donc je vais... mais ça remonte à des décennies, ce pari-là. Une fois qu'ils n'avaient plus de sidérurgie, ils ont fait dans la finance. Mais je parle pour un État, par exemple, comme la France. Si vous mettez en œuvre vos pouvoirs régaliens de manière un peu intelligente, et que vous vous entendez avec vos voisins, vous composez quand même, grosso modo, l'espace économique le plus vaste du monde, le plus riche. L'Union européenne, c'est ça, quoi. Je pense que si vous avez une position commune, les multinationales, si vous leur dites c'est comme ça chez nous, et sinon vous ne faites plus de business chez nous, ça va très très vite. Il faut avoir la volonté, et il faut des fois mettre son mouchoir dans sa poche pour trouver des positions communes avec vos alliés, quoi. Ça, c'est autre chose. Je vous rejoins sur une partie, mais quand on voit la puissance économique, il y a une affaire qui me vient en tête, qui est récemment l'enquête de Mediapart sur les liens entre Squarcini et Bernard Arnault. La Squale, on voit vraiment que Bernard Arnault se paye les services de l'État à travers Squarcini, qui lui met à disposition son carnet d'adresses au sein de l'appareil d'État pour investiguer un journaliste qui est à l'époque Ruffin. Là, c'est un exemple de privatisation également des services publics du contre-espionnage au profit d'un individu privé. Là, c'est une démonstration de puissance. Alors que l'État régalien français sait faire des choses quand il s'agit de convoquer des journalistes et autres. Donc, oui, après, je me suis beaucoup amusé à écouter ces conversations téléphoniques parce qu'elles sont fort instructives. Mais au risque de me répéter, qui est fort et qui est faible là-dedans? Bernard Arnault, ça ne lui a pas coûté très très cher de se payer les services de Bernard Squarcini. Il a les moyens. Mais si vous écoutez attentivement ce qui se dit dans ces enregistrements, vous apprenez quand même que Bernard Arnault, une des plus grandes fortunes au monde, est terrorisé par qui? François Ruffin et 15 personnes, parce qu'ils vont aller dans une assemblée générale. C'est vrai que ça a l'air disproportionné. Qui a peur, là? Vraiment, et donc, qui va mettre en œuvre cette espèce de... Alors, oui, et après, qui est couard et qui est à Proguin pour aller passer des coups de fil chez les copains de la police? Tiens, est-ce que tu peux m'aider là? Après, quels renvois d'ascenseurs sont faits? Après, c'est de la petite corruption, ça. Je veux dire, c'est malheureux. Mais c'est là-dessus que ça repose. À l'échelle européenne et à la grande, par exemple... Vous opérez sur le territoire européen. Quand on a un ancien président de la Commission européenne qui est en place à l'époque de la crise de 2008, qui ensuite va travailler chez Goldman Sachs, Barroso pour ne pas le nommer, on se dit là quand même on est en face d'un truc qui est vraiment gigantesque. Qui est le problème des portes tournantes et de la manière dont vous concevez des carrières politiques, quoi, tout simplement. Et qui est le problème du recours aux experts, soi-disant. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je sais pas, on va peut-être un peu changer de sujet, mais regardez ce qui s'est passé avec les conventions citoyennes sur le climat, où on découvre que si vous mettez les gens dans un aquarium pendant 8 mois, quelle que soit leur origine sociale, leur éducation, ils sont quand même capables de comprendre des enjeux, d'arriver à des positions communes, des consensus et des pistes de décision. Moi, je pense que, mais ça c'est un avis personnel, je pense que si on désignait, comme on désigne au tirage au sort des citoyens pour aller dans des jurys d'assises, on ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes plombier, avocat ou maître d'école. Vous êtes désigné pour aller... Avant, on coupait la tête des gens dans ces jurys-là quand même. Aujourd'hui, heureusement plus, mais on décide quand même de la liberté des gens. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas que dans tout un tas d'institutions publiques, parapubliques, on ait des citoyens désignés, tirés au sort, évidemment rémunérés, évidemment protégés pour leur emploi quand ils y retourneront, juste pour aller faire de l'observation. Je pense que ce sang neuf, cet oxygène-là et ce regard-là, il est nécessaire pour tout un tas de choses. Parce que, vous allez peut-être croire que c'est loin du domaine dont on parlait jusqu'à présent, mais c'est quand même parce que vous avez des observateurs un peu extérieurs, non avertis et peut-être pas blasés ou aigris, que vous avez des choses qui sortent. Je ne suis pas un apôtre de la transparence absolue dans tous les domaines, mais je pense que
partout où c'est possible, il faut que les gens puissent avoir une lunette, un accès à ce qui se passe. Il n'y a que comme ça qu'on sait. Il n'y a que comme ça qu'on évite les fantasmes, les conspirations. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de théories conspirationnistes? C'est parce que d'un autre côté, vous avez des gens qui disent « Ah ben non, c'est trop secret, je ne peux pas t'en parler ». La plupart du temps, enfin je ne vais pas parler des grands secrets d'État, mais la plupart du temps, vous pouvez quand même montrer des choses, expliquer des choses. Et ça, c'est un pari sur la maturité des citoyens ou pas. Et je pense qu'en France, pour le coup, en termes de maturité des citoyens, moi qui ai grandi à 3 km de la frontière suisse, je peux vous dire que les Français feraient bien d'aller regarder humblement ceux qu'ils appellent les petits Suisses. Parce que les petits Suisses ont quand même voté sur tous les sujets possibles. Ils ont même voté pour abolir leur armée. Ils ont eu tous les débats. Et puis au bout d'un moment, eh ben, il y a eu 60% des gens qui ont dit « Non, quand même, il faudrait le garder ». Et c'est quand même la preuve que l'argument français qui consiste à dire que si on convoque trop de référendums, les Français ne s'intéresseraient plus, comme vous venez de le dire, en Suisse, on convoque des référendums, des votations, ce qu'on appelle, sur à peu près tous les sujets. Ah oui, d'ailleurs, ça les fatigue un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Et ça s'appelle toujours la Suisse parce qu'il y a ce système-là. Et c'est beaucoup moins passionné, beaucoup moins polémique, parce que vous entamez un débat, vous êtes obligé de fournir des arguments dans ce débat. Et puis, au bout de 5 minutes, dans un débat, si vous n'avez pas d'arguments, vous vous retrouvez, c'est le café du commerce, c'est pas un débat. Si vous avez les arguments, le ton, il a tendance à descendre. Après, vous avez des divergences idéologiques, certes, mais vous avez un débat. Ce que vous dites sur le juste niveau d'information des citoyens, les complots, ça me fait penser à une affaire qui est reliée à ce que vous veniez de dire sur les lanceurs d'alerte. On voit comme par exemple les États-Unis, lanceurs d'alerte, ils n'aiment pas. Je pense à Bradley Manning, je pense à par exemple Julian Assange. Ça dépend, ça dépend. Les États-Unis ont peut-être une des premières lois qui organise non seulement l'alerte, mais la rétribution de l'alerte. Ça remonte à la guerre civile, quand les armées de l'Union récupéraient du matériel pourri parce qu'il y avait des aigrefins qui leur vendaient des fournitures pourries. Et en fait, ils écrivent une loi qui permet aux gens de dénoncer ces marchés truqués pour que les armées récupèrent en aient pour leur argent. Et on rétribue celui qui donne l'information. Et on le fait toujours aujourd'hui. Dans l'affaire UBS, vous avez une personne qui s'appelle Brad Birkenfeld. Certes, il a fait 30 mois de prison, mais il travaillait à UBS. Mais le Trésor américain lui a donné, net d'impôts, 75 millions de dollars à la sortie de ces 30 mois de prison, pour avoir permis au Trésor américain de récupérer des milliards de dollars d'argent planqué en Suisse par des citoyens américains. Donc il ne faut pas dire que les États-Unis n'aiment pas les lanceurs d'alerte, ça dépend de quel lanceur d'alerte il s'agit. Je vais reformuler. Les lanceurs d'alerte qui leak, entre guillemets, des documents sur le secret défense, ça ils n'aiment pas. Je pense que... Vous connaissez beaucoup d'États qui aiment qu'on... Ah, sauf que les peines sont quand même disproportionnées. Moi, ça m'apparaît comme ça en tout cas. Je doute qu'un lanceur d'alerte en France qui divulguerait des secrets défense français soit condamné à, je ne sais même pas quelle peine a été condamné Manning avant d'être libéré, mais c'était un truc du style 75 ans de prison. Je doute que c'est pas. Et là, pour parler de Assange, mais Assange est encore un autre cas. Il y a des inculpations pour espionnage, mais là, pour le coup, c'est toujours cette frontière ténue entre avez-vous demandé à Bradley Manning de vous fournir, de hacker des systèmes. Et c'est là où la frontière, elle est... Qu'est-ce que vous en pensez, justement, vous, du cas Assange? Je pense qu'il a permis à une grande partie de la planète, d'en apprendre beaucoup. Moi, je pense et je continue d'apprendre beaucoup de choses en lisant tout simplement les télégrammes diplomatiques qui ont été rendus publics. Là où on a des débats avec des journalistes là-dessus, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il s'est senti obligé alors que les télégrammes avaient été expurgés de toute donnée privée, de noms qui pouvaient mettre en danger les gens qui étaient mentionnés dans tout un tas de pays compliqués, les gens qui parlaient aux Américains. Donc, pour un certain nombre de pays, vous parlez aux Américains, c'est pas bon que ce soit connu, quoi. Au début, quand ça a été publié par les journaux, ces télégrammes étaient expurgés, on ne voyait pas de qui on parlait. Il se trouve que Wikileaks, avec Julian Assange, ont fait ressortir une deuxième fournée de ces documents non expurgés. Et ça, pour moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que ça a mis
en grand danger des personnes. J'en ai rencontré un personnellement, moi, en Égypte. Il a dû fuir l'Égypte, il n'y est plus retourné depuis 2011. Voilà. Après, sur l'ampleur de ce qui a été révélé par Assange, par Manning surtout, et puis par Edward Snowden. Edward Snowden, c'est encore autre chose. Bon, la NSA. C'est la NSA. Il se trouve que là, il y a eu une décision très récente qui dit que voilà, les écoutes et le fichage, le flicage était illégal, quoi. Ce dont beaucoup de gens se doutaient. Mais Snowden est toujours coincé en Russie et je pense qu'il y sera pour encore quelques années, malheureusement. Petite question pour conclure sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que la France devrait donner l'asile à Julian Assange ? Ce serait mieux si c'était l'Europe. Ça aurait plus de poids. Du coup, la profession de journaliste, elle vit une période de bouleversement majeur. Aujourd'hui, bon, il y en a certains qui, avec un smartphone, disent faire du journalisme. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous qui disiez que le journalisme, c'est de l'enquête et que finalement, il n'y avait pas forcément cette noblesse du journalisme d'investigation. Est-ce que c'est une évolution souhaitable du journalisme, qui du coup est accessible à beaucoup plus de personnes, ou est-ce que c'est un effet néfaste de la mondialisation ? C'est pareil, c'est un débat qu'on a eu très récemment, parce que nous, on a fait, avec le collectif Informer n'est pas un délit, on a participé à la création du conseil de déontologie journalistique et de médiation. On s'est fait beaucoup d'ennemis en faisant ça, parce qu'il y a une grande majorité des journalistes qui ne veulent pas entendre parler d'un conseil de déontologie. Pour eux, c'est un conseil de l'ordre, ou c'est un tribunal de presse, enfin, ça n'a rien de tout ça. C'est comme les policiers, finalement, les journalistes. Ils n'aiment pas l'IGPN. Ouais, sauf que là, on n'est pas l'IGPN, hein, on n'a pas... Non, c'est juste... c'est de la déontologie et de la médiation, comme il y en a dans une vingtaine de pays autour de nous, mais nous, on ne l'a pas. Parce que tout le monde sait très très bien dans ce métier tout ce qu'il faut faire, enfin bon, bref. On a eu ce débat, pour revenir à votre question, sur qui doit être concerné par ce conseil. Est-ce que ce sont les journalistes qui ont une carte de presse, ou est-ce que ce sont... Alors nous, on a dit non, surtout pas, parce que tout le monde n'a pas sa carte de presse. Nous, en télé, on sait très bien qu'il y a plein de réalisateurs qui font du journalisme et qui n'ont pas de carte de presse. Donc ça ne doit pas être ce critère-là. Et on en est venu à l'acte journalistique. Et pour revenir à votre question, je pense que quelqu'un qui revendique de faire un acte journalistique avec son smartphone est tout aussi journaliste que celui qui le fait dans un média, je dirais, traditionnel. Par contre, s'il revendique faire du journalisme, il faut qu'il soit soumis aux règles de base du journalisme. Il y a quelques règles, le contradictoire, le respect du secret des sources. Voilà. Vous pouvez avoir une ligne éditoriale, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais vous devez respecter certains principes. Je pense que quelqu'un qui fait du reportage, on va dire, citoyen, doit avoir ces principes-là en tête s'il veut se revendiquer comme faisant du journalisme, quoi. Je vais poser une question qui est une question de profane, qui va peut-être vous apparaître bête. Je vais prendre un cas concret. Quand, place de la Contrescarpe, Tahabouaf filme Alexandre Benalla en train de malmener des manifestants, et que la vidéo ne passe pas les filtres que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'elle est immédiatement mise à la disposition de tous et toutes sur les sites, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça répond aux critères de déontologie du journalisme ? Parce qu'il n'y a pas eu de contradictoire pour le coup là. Je dirais que la vidéo en elle-même ne peut pas suffire. Vous ne pouvez pas balancer un rush brut. D'ailleurs, nous, on ne le fait pas. Mais maintenant, vous avez tous les moyens pour ne pas faire ça. Vous pouvez en quelques minutes habiller, ne serait-ce que donner des éléments de contexte. Une date, une heure, une situation, expliquer ce que vous faisiez là, ce que vous avez vu, ce qui est filmé et ce qui n'a pas été filmé. Enfin voilà, ça c'est déjà le début d'une démarche journalistique. Et puis après, oui, si vous avez le temps et si vous le pouvez, c'est essayer de faire réagir des personnes qui sont ou mises en cause ou filmées, ou des victimes. Enfin, et après, ça s'appelle un reportage, quoi. Ouais.
La situation des journalistes en France, enfin moi je trouve, mais c'est à vous de le dire, elle n'est pas aussi libre qu'on pourrait le penser. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la loi secret des affaires, qui est une transposition de la directive européenne du 14 avril 2016, et en quoi elle constitue un risque pour les sources? Alors le secret des affaires, c'était un texte qui était présenté initialement comme une protection des entreprises contre l'espionnage industriel. C'est louable, et nous on a toujours été entièrement d'accord pour que les entreprises puissent se prévenir d'attaques contre leur savoir-faire, leur brevet. Voilà. On disait juste, votre loi sur le secret des affaires, c'est très simple, il suffit de la restreindre aux acteurs de pleine concurrence. C'est-à-dire, elle ne s'applique que pour une entreprise contre une autre entreprise, et pas contre une ONG, et pas contre un syndicat, et pas contre un organe de presse. Ça aurait été très simple. Ça a toujours été refusé, et quand on donnait cet argument-là, on n'avait jamais de réponse. Et jamais. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ce qui était présenté au début comme une protection de l'entreprise était évidemment avec un agenda derrière qui était, si en plus avec ce texte, on pouvait faire en sorte de ne plus être emmerdé par des ONG qui viennent nous sortir des documents sur nos molécules pour prendre l'industrie des pesticides par exemple, ou plus être emmerdé par des syndicats qui vont nous sortir nos plans de licenciement, ou plus être emmerdé par des journalistes qui vont nous sortir nos montages fiscaux. L'effet de ce texte, c'est une dissuasion. Alors certes, pendant le débat sur la transposition au Parlement européen, puis pendant le débat sur la transposition en France, on nous a dit « Oh, regardez, on a mis des exceptions pour les journalistes, vous ne serez jamais soumis à ce texte. » Nous, on a dit à l'époque, on nous a traités de Cassandre en disant ouais, « Vous voyez le mal partout, c'est juste ce qui est en train de se passer. » On a dit « Mais ça suffit pour museler tout un tas d'acteurs, ce que vous avez fait. » Et la preuve, c'est que récemment, on a fait, donc Cache Investigation et le consortium des journalistes d'investigation, une enquête sur les implants médicaux. Le Monde, pour le compte de tout le consortium, a fait une demande officielle de documents, non pas à une entreprise, à un organisme public qui certifie les implants médicaux, entre autres, pour leur demander combien d'implants médicaux ils avaient certifiés. L'entreprise publique refuse. Le Monde passe à la commission d'accès aux documents administratifs, fait une demande officielle, et la commission refuse. À quel titre? Secret des affaires. Et donc un texte qui était initialement promu pour la protection des entreprises permet in fine à un organisme public de faire de la rétention d'informations publiques sur les implants médicaux. Il n'y a pas quelque chose de plus représentatif de l'intérêt du public, du grand public, à savoir à avoir des informations sur ce domaine. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'était précisément le but de ce texte. Alors ça peut paraître comme une discussion de journalistes, ou non, ce n'est pas une discussion de journalistes, ça concerne des syndicats, c'est-à-dire que ce texte vous met en difficulté, non pas dès que vous publiez, mais dès que vous faites l'acquisition d'un document qui est couvert par le secret des affaires. Et le secret, c'est quoi? C'est l'entreprise elle-même qui le définit. Et donc ça concerne un champ, mais potentiellement immense d'informations. Si tant est que cette information est dans une armoire fermée à clé, vous pouvez dire « Ah, c'était un secret, vous ne pouviez pas en parler. » Ah, je vous poursuis. On en revient aux notions de faiblesse et de force, parce que c'est quand même un texte qui, on peut le supposer, est issu de pratiques de lobbying intense auprès du Parlement européen et des décideurs politiques. Ce qui me fait penser à un sujet qui me fait dire que vous êtes un peu pris en tenaille, les journalistes aujourd'hui, dans le sens où, depuis les révélations du site Disclose, je crois, sur l'utilisation des armes françaises dans la guerre du Yémen, il y a une dizaine de journalistes français qui ont été condamnés, non, lapsus révélateur, convoqués par la DGSI. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est habituel? Là, ce qui n'était peut-être pas habituel, c'est le fait que ce soit une coopération journalistique, donc il y avait plusieurs journalistes impliqués. Je pense que dans une autre époque, il y aurait eu un journaliste qui aurait sorti l'affaire, et je pense qu'il aurait été convoqué aussi. C'est le secret d'État.
je vais être provocateur, je vais dire que ça fait partie du jeu, quoi. Vous commencez à jouer avec ça, vous savez que c'est un domaine qui est extrêmement miné, sans jeu de mots. Après, ce qui était différent, c'est que c'était clairement un coup de pression sur les journalistes. Ça a été de toute façon dénoncé comme tel. Ça n'a pas empêché la publication du document. Non, la seule chose inquiétante, c'est la mention des rappels à la loi qui peuvent potentiellement frapper, entre autres citoyens, les journalistes. Et le rappel à la loi, c'est pas du tout anodin, c'est quelque chose... Vous ne pouvez pas faire un appel contre le rappel à la loi. C'est une sorte d'épée de Damoclès qui est sur votre tête pendant 2 à 5 ans. C'est un peu comme à l'école, quoi. Si tu refais ça, après, vraiment, tu vas être collé, quoi. Et ça, c'est embêtant. Surtout pour des journalistes. Si c'est des journalistes qui sont spécialisés dans notamment la défense, ça veut dire que pendant quelques années, vous avez intérêt à faire très très attention. Alors, je suis plus très au fait de qui a écopé d'un rappel à la loi ou pas, mais ça, c'est potentiellement des choses qui peuvent être des difficultés légales à long terme, quoi. Je vais lier ça à quelque chose qui n'est pas forcément directement lié, mais est-ce que vous estimez que c'est, comme vous venez de le dire, ça fait partie du jeu quand on traite de choses secret défense, secret d'État, ou est-ce que finalement c'est un raidissement qu'il y a depuis quelques années de la part de l'appareil de l'État, pour ne pas dire depuis que Macron est à la présidence, et c'est accouplé avec le traitement qui a été fait à certains journalistes lors des couvertures de manifestations de Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas un contexte qui est de plus en plus insécurisant? Alors, je vais peut-être vous faire sourire, mais moi, le raidissement, je ne le vois pas depuis quelques années. Je le vois remonter un petit peu avant. Je voudrais quand même rappeler que dans l'affaire qui nous a fait échouer dans un tribunal luxembourgeois, nous n'avons eu absolument aucune aide du gouvernement français à l'époque, qui était sous la présidence de M. Hollande, qui était un gouvernement de gauche. Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Ce qui est assez piquant, c'est que M. Hollande, dans son livre, prétend avoir aidé et trouvé un travail avec Michel Sapin à Antoine Deltour. Alors qu'Antoine Deltour est fonctionnaire depuis 2011, bien avant qu'il y ait eu LuxLeaks et même avant que Hollande soit élu président. C'est vous dire, alors là pour le coup, la couardise et la malhonnêteté profonde de ces personnes. Et je pèse mes mots, vraiment, parce que je trouve ça dégueulasse ce qui a été fait. Et qu'ils l'écrivent en plus. Enfin, le fasse écrire par un nègre, mais que ce soit signé par François Hollande. Ce qui est marrant quand donc, juste pour terminer, ces choses-là, moi, j'attends pas, je cours pas après les honneurs du tout. On est journaliste, on est mal considéré par le pouvoir, et c'est normal, et c'est notre rôle, et ça devrait être beaucoup plus le cas. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que notamment les parlementaires ne s'emparent pas plus des sujets qu'on évoque. Pour reprendre l'affaire du Yémen, les parlementaires, ils sont où dans cette affaire? C'est eux qui ont le pouvoir de contrôle de l'exécutif. Sur les violences policières, ils sont où les parlementaires? Notre rôle, il se limite à rapporter. Un reporter, c'est un rapporteur. Nous, on n'est pas là pour envisager des évolutions législatives. Non, on est là pour rapporter des faits. Pourquoi ils ne le font pas, à votre avis? Là, j'ai peur de rentrer dans une discussion de café du commerce. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Je pense que profondément, il y a un énorme souci de représentation et de responsabilité dans ce pays, et ça ne remonte pas à 3 ans, quoi. Je veux dire, c'est un problème qui est bien plus ancien. Alors que, c'est dommage parce que je crois que c'était la première déclaration des droits de l'homme, je ne sais plus si c'est l'article 13 ou l'article 15 qui dit précisément que tout citoyen a le droit de demander des comptes à tout agent public. Je ne sais même pas si c'est pas le droit ou le devoir. Donc, ce qui est marrant quand on sait que vous leur avez quelque part apporté de l'argent au fisc français. Ah oui, oui. Avec les révélations. Ah oui, oui. Ah oui, il y avait beaucoup. Ça ne serait pas que moi, mais... ça se compte en milliards. Ça se compte en milliards, ouais, précisément. Ouais. Bien sûr. En ce moment, à Paris, il y a le jugement des complices de l'attaque de Charlie Hebdo. Donc, on est le 7 janvier 2015, vous vous trouvez dans les locaux de Première Ligne,
qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont juste à côté de ceux de Charlie Hebdo, à Paris. C'est une journée ordinaire qui commence. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite? Je sais pas si j'ai trop envie de raconter la suite. Je l'ai peu fait, et surtout en ce moment, quoi. Moi, j'ai relu comme tout le monde, les comptes rendus d'audience avec, pour le coup, moi, j'étais pas là quand les Kouachis sont arrivés dans la salle. J'ai pas vu la tuerie, j'ai vu le résultat de la tuerie, certes. C'est compliqué parce que ça fait de vous plusieurs personnes à la fois dans très peu de temps, quoi, en fait. Puisque vous passez de journaliste témoin d'un événement journalistique, pour le coup, extraordinaire, à premier secours, à témoin judiciaire, à impliqué. Alors impliqué, vous êtes impliqué, vous avez une plaque à vache des hôpitaux ou des pompiers avec votre nom dessus et vous vous retrouvez dans un bus de la RATP direction l'Hôtel Dieu pour faire un premier examen médical et psychologique. C'est tout ça en même temps. Et pendant tout ce temps-là, vous êtes journaliste. Donc c'est une journée où vous vous retrouvez le soir, il est 20h, vous êtes dans la galerie antiterroriste du palais de justice de Paris, un endroit où même en tant que journaliste, déjà pour y aller, et vous retrouvez à déposer. C'est un kaléidoscope en fait de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Et là, je parle personnellement, hein, je parle évidemment pas du drame qui s'est passé avant. Mais, donc c'est pas évident de savoir qui vous êtes exactement à ce moment-là. Et au fil des années, ça fait 5 ans maintenant, c'est toujours pas évident en fait de savoir quelle personne vous étiez à quel moment. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est peut-être compliqué mais, ou confus, mais il se trouve que moi, ce jour-là, les gens de Charlie Hebdo, j'en connaissais un certain nombre. J'ai été journaliste aux États-Unis. Il se trouve qu'à l'époque, mon épouse était correspondante pour Charlie Hebdo. J'en connaissais certains. J'ai moi-même pigé pour Charlie Hebdo. On s'était croisés quand il était arrivé dans notre immeuble. C'était Charlie sur la fin, quoi. Enfin, avant l'attentat, il faut se souvenir. Le journal était plus très lu. Moi, j'avoue, je le lisais plus non plus. Voilà, donc c'est tout ça en même temps. Et c'est compliqué je sais pas, de vous dire quelque chose de pertinent ou sensé. Moi, j'arrive pas à faire la part des choses, tout simplement. Juste pour information, est-ce que vous avez été appelé pour témoigner en tant que témoin en direct? Non, pas du tout. D'accord. On va changer totalement de sujet, du coup. Je suis désolé de sauter du coq à l'âne, mais il faut bien... Non, mais juste pour finir là-dessus, ce qui était compliqué, parce qu'après, juste pour le coup, peut-être donner un élément de compréhension, je me souviens, j'ai été interrogé par le Washington Post sur l'attentat. Les Américains voulaient vraiment comprendre l'objet Charlie Hebdo, quoi. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, et encore aujourd'hui, le plus dur. En France, c'est moins le cas, parce que Charlie, ça fait partie de la culture populaire, au même titre que Cabu, voilà, des gens qui se moquaient, qui mettaient des bites sur une couverture, alors une bite avec un curé, ou une bite avec quoi que ce soit, enfin voilà. Pour reprendre les termes de Luce, c'est des mecs qui faisaient des dessins et qui faisaient des blagues. Le journal Bête et Méchant, ça s'appelait. Et c'était pas très souvent de bon goût, mais c'était revendiqué. Et donc, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec, en gros, des rigolos qui font des blagues, érigés au niveau d'un symbole national, censé faire quoi? Enfin, je veux dire, Charlie, aujourd'hui, ils sont censés faire quoi? Et continuer. Alors, s'ils ne continuent pas, ouais, les terroristes vous ont tué, ils ont gagné. S'ils continuent, oui, mais alors regarde ton dessin, là, tu te moques encore des imams, tu vas avoir des ennuis. Charlie, quoi, enfin, ces gens-là, c'est l'anti-symbole, quoi. C'est des gens qui refusaient d'être des symboles. Et leur corps défendant, ils en sont devenus un énorme. Et ça, à la fois, c'est
c'est important, mais c'est là où on voit le chemin, malheureusement, qu'on a parcouru dans une mauvaise direction, quoi. C'est que ces mecs-là se sont fait descendre, enfin, Cabu, Wolinski, des papis, quoi, se sont fait descendre par des mecs qui n'ont pas aimé leur dessin, quoi. Voilà. Du coup, comment vous les avez décrits au Washington Post? Parce que c'est vraiment pas facile de décrire Charlie Hebdo, un journal américain. Bah, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'équivalent de Charlie. Ah non, bah déjà, ils ne pourraient pas mettre des nichons, sinon ce ne serait pas possible, quoi. Non. Donc on ne le décrit pas. Là, on dit c'est un autre des mystères français. Il est de tradition, Édouard Perrin, dans cette émission, qu'on laisse le mot de la fin à l'invité. C'est votre moment pour faire votre pub. Ou autre chose. Je sais pas, on a beaucoup parlé de menaces, on a beaucoup parlé des difficultés de faire le métier. On n'a pas parlé des difficultés économiques, sans parler des menaces des méchantes entreprises, des méchants acteurs qui veulent tuer les journalistes économiquement, mais juste de l'économie et des bouleversements qu'a connu le secteur en l'espace de 15 ans, quoi. Il y a énormément de journaux qui ont disparu. Ça, c'est grave, notamment des journaux locaux. En France, vous avez quasiment plus de concurrence. Je dirais le journalisme, a commencé par le journalisme local, c'est peut-être le plus important. C'est comme ça que nous, on va entendre parler des histoires. Je pense qu'il y a une vraie urgence à se poser la question de ce qui se passera quand vous n'aurez plus, pour reprendre le cliché du canari dans la mine, quoi. Quand il n'y aura plus de canari nulle part, quoi. Vous aurez plus que des journaux de votre communauté de communes, de votre département, parce que là on en a des journaux officiels, ça, mais vous n'aurez plus d'observateurs. Ça c'est grave. Et d'un autre côté, il y a une telle concentration économique des acteurs qui détiennent des médias, et là je parle des médias détenus de manière privée. Il faut peut-être se poser la question d'organiser tout ça différemment. L'information est un bien public. Alors on a le service public, heureusement. Après, il y a toutes les critiques sur est-il trop près ou pas trop près de l'État. Enfin voilà, je pense que honnêtement, on peut dire qu'on a tout sauf un journalisme d'État en France, quoi. Il est très varié, il y a beaucoup d'acteurs. Mais à côté de ça, il faudrait peut-être faire un journalisme à but non lucratif. Qui seraient érigés à des fondations, mais qui permettent de continuer à faire le travail sans avoir un impératif de profit pour que l'information continue à être fournie à nos concitoyens. On ne peut pas avoir une société saine sans des informations vérifiées, contredites, sourcées. C'est pas possible. On ne peut pas se reposer sur uniquement des acteurs institutionnels ou privés pour obtenir ça, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui critiquent le fait que l'État français subventionne les journaux? D'aucuns disent que c'est pas son rôle ou que d'autres. On sait qu'il y a pas mal de journaux, comme vous venez de dire, qui sont en grande difficulté économique et qui, je ne vais pas dire survivent seulement grâce aux subventions d'État, oui. mais ça joue. Mais c'est tout le problème, c'est que tout le monde touche des subventions, mais pas au même niveau et n'en ayant pas les mêmes besoins. Alors, mais nous aussi, en tant que vous faites des documentaires, vous avez un organisme qui s'appelle le CNC, Centre national du cinéma, qui vous aide à faire. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est l'État aussi. Enfin, c'est la collectivité. Et heureusement qu'il y a ça, parce que pour certaines enquêtes, si vous n'aviez pas ça, économiquement, vous ne tiendriez pas sur la longueur. Donc, le principe de la subvention, en tant que tel, moi je dis pourquoi pas. Après, à qui et comment, ça c'est très différent. Est-ce que tel groupe qui détient 15 médias doit toucher chaque année des wagons de subventions
Enfin, c'est moins le journal en tant que tel que l'environnement économique du journal. C'est pour ça que je parle de journalisme à but non lucratif. Ça commence à venir. Genre, Mediapart ont créé une sorte de fondation, pareil, pour préserver l'indépendance du journal. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu juridique et complexe, quoi. Mais il y a tout un débat en ce moment sur ce qui avait été promis aux journalistes de Libération, avec une fondation qui, en gros, isolerait le journal de son propriétaire. Ça va pas se faire et les journalistes sont inquiets et à juste titre. Donc là, il y a vraiment quelque chose, parce que in fine, on va se retrouver avec de moins en moins de journaux détenus par de moins en moins d'acteurs, avec une ligne qui sera de plus en plus la même, et puis autour, le désert. En fait, c'est une image, ce serait un peu l'agriculture intensive. Glyphosate et engrais et maïs transgénique et coquelicots, tout ça, il n'y en a plus. Et des insectes, pareil, non plus. Mais ce que vous dites, ça m'évoque comment on fait pour, je ne sais pas si c'est le terme, mais empêcher le fait que ce soit Bernard Arnault, Xavier Niel et 3-4 autres qui détiennent l'ensemble de la presse française. C'est pas une situation qui est saine, quand même. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir du côté des lois antitrust? Je ne sais pas. Alors, il y avait une loi, je crois qu'il remonte à 1986, je crois que c'est la loi Bloch, sous toute réserve, mais qui est complètement obsolète, puisque c'était évidemment bien avant l'Internet, bien avant la révolution technologique. Il y avait une loi qui... Alors après, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est... il faut que vous arriviez à définir de quelle concentration vous parlez, de qui détient quoi, et puis du type de médias. Alors, est-ce que c'est une concentration tous médias confondus, ou seulement dans la presse écrite, ou tout en même temps? Enfin, mais pour le coup, effectivement, cette loi-là, elle est totalement dépassée. Il n'y a aucune espèce de velléité de qui que ce soit, d'ailleurs, de s'attaquer à mettre ça... un peu au goût du jour, quoi. Nous, à Informer n'est pas un délice, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye de travailler, mais nous, on est tout petits, et puis vous allez voir les autres journalistes, et malheureusement, les autres journalistes ont tout un tas d'autres difficultés bien plus pressantes, de garder leur boulot, de garder des budgets, voilà. Est-ce que le salut ne viendra pas Internet, finalement? Bah, ce serait bien, parce que le changement et les emmerdes sont quand même beaucoup venus par Internet. Donc, le changement, c'est maintenant, pour paraphraser voilà. Votre ami. Ouais. Non, ça a été une formidable révolution technologique, une formidable révolution de la manière de faire ce métier. Et ça a été un énorme coup de massue économique pour tout un tas d'acteurs de la presse, parce qu'ils n'ont pas pu réagir, ou pas su, ou les deux. Mais quand vous viviez des petites annonces dans votre coin, bien tranquillement, et que tout ça disparaît du jour au lendemain et siphonné par une petite entreprise qui s'appelle Google ou une autre petite entreprise qui s'appelle Facebook, vous, si vous êtes l'Est républicain ou la Marseillaise, qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Édouard Perrin, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci beaucoup.